Bien, je vous propose de commencer. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle séance du cours de cette année. Donc, comme toujours, je commence en rappelant les prochains séminaires. Donc, tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'écouter Anna Miguzzi du LPMMC et de l'Université Grenoble, qui nous parlera de gaz à une dimension, en particulier du contact de Tann, un sujet qui reviendra ensuite dans les cours la semaine prochaine et dans 2 semaines. Puis ensuite, nous aurons Atash Imamoglu la semaine prochaine et Laetitia Tarbell dans 2 semaines. Et je vous rappelle quelque chose que j'avais déjà annoncé, mais là maintenant est bien précisé. C'est dans 2 semaines également, mais l'après-midi, de 14h à 18h, nous aurons donc cet atelier en anglais consacré au gaz d'atomes, soit les mélanges, soit les gaz spineurs. Vous verrez, on commencera à parler un petit peu de mélange aujourd'hui, mais donc l'atelier sera entièrement consacré à ces mélanges et ces gaz spineurs. Ici, vous avez la liste des 6 intervenants. Et si vous voulez connaître les titres, connaître les résumés, eh bien, vous pouvez aller sur la page officielle du Collège de France ou sur ma page personnelle. Dans les 2 cas, vous trouverez l'ensemble des documents qui portent sur ce symposium. Donc, je rappelle que le symposium est ouvert à tout le monde, sans inscription, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à venir si vous êtes intéressé par le sujet. Voilà. Donc, je passe au cours d'aujourd'hui. Et dans le cours d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'énergie de Li Wangyang qu'on a déjà bien abordé la semaine dernière. Mais là, j'aimerais qu'on passe aux expériences. Et puis ensuite, je voudrais vous décrire, toujours à propos du gaz, de l'état fondamental du gaz de Bose, son spectre d'excitation, et passer la dernière partie du cours sur ces gouttelettes quantiques, donc ces mélanges, qui est un sujet qui a émergé il y a 5-6 ans et qui est maintenant très florissant. Donc, je commence, comme toujours, par faire un bilan de ce à quoi on est arrivé dans les cours précédents. Donc, je vous rappelle qu'on s'est intéressé ici à un gaz de Bose, donc un gaz de Bose homogène, dans une boîte à fond plat, caractérisé donc par sa densité petit n. Je suppose que j'ai des interactions binaires entre les particules, somme sur toutes les paires de particules de V de RI moins RJ, en module, je prends un potentiel invariant par rotation. Si le potentiel n'est pas là, on connaît bien sûr l'état fondamental, ça consiste à mettre toutes les particules dans l'état d'impulsion nulle, k égale 0, mais en présence d'interaction, l'état fondamental est modifié, mais on a supposé qu'il était peu modifié, dans le sens où notre petit paramètre pour étudier ce problème, c'était le nombre de particules qui sortaient de l'état d'impulsion nulle, donc ce nombre de particules c'est n moins n0, et je supposais que n moins n0 était petit devant n, le nombre total de particules, ou si vous préférez, petit n', la densité non condensée, divisée par petit n, la déplétion quantique, donc était petite devant 1. Et ça nous a permis de simplifier l'hamiltonien, qui autrement on n'aurait pas pu le résoudre. On s'est limité aux termes d'ordre 2 au plus en les AK croix et AK, opérateur création et destruction d'une particule dans un état d'impulsion non nulle. Et cet hamiltonien quadratique, on a pu le diagonaliser. Alors, en particulier, on a pu établir un critère de validité de cette approximation quadratique, à savoir que, en supposant que cette approximation était valable, on a pu calculer la déplétion quantique, n' sur n, qu'on a trouvé à un coefficient numérique près proportionnel à la racine de petit n à cube, où a est la longueur de diffusion. Et donc, le petit paramètre du développement, c'est racine de n à cube. Voilà. Et donc, on a supposé, pour avoir une autocohérence de la théorie, il faut que racine de n à cube soit petit devant 1. Et ensuite, on a également calculé l'état fondamental de ce gaz, et donc on l'a mis sous cette forme-là, l'énergie par unité de volume. C'est un premier terme qui était simplement l'énergie de champ moyen, 1,5 de petit g n carré. Je vous rappelle que dans tout ce cours, petit g, c'est 4 pi h bar 2 a sur m, c'est une autre manière d'exprimer la longueur de diffusion. Donc le 1 ici, c'est l'énergie de champ moyen, donc ça on la comprend bien. Et puis, le premier terme correctif, donc le terme lié aux fluctuations quantiques, au-delà du champ moyen, fait de nouveau intervenir ce petit paramètre racine de n à cube avec un coefficient numérique alpha qui valait, on a trouvé égal à 128 sur 15 racines de pi. C'est un coefficient qui est de l'ordre de 5, 4,8. Voilà, donc voilà la situation où on en est aujourd'hui. Ça, c'est pour l'état fondamental lui-même. Ce qu'on a vu également, c'est le spectre d'excitation, c'est-à-dire que cet hamiltonien, une fois qu'on l'a mis sous la forme quadratique, sous la forme approximation quadratique, puis diagonalisé, cet hamiltonien, on l'a mis sous la forme donc E0, l'énergie du fondamental, plus une somme de termes qu'on peut qualifier de diagonaux en seconde quantification, c'est-à-dire que c'est des termes qui font intervenir simplement le nombre d'excitations d'impulsion K, B croix K, BK,
où les BK sont les nouveaux opérateurs après la transformation canonique, je ne reviens pas là-dessus, hein. Et les H bar oméga K qui viennent se mettre là, eh bien, ce sont les énergies de ces excitations élémentaires. Et on avait trouvé donc, dans le cadre de cette approximation de Bogolyubov l'énergie de ces excitations élémentaires, H bar oméga K, qu'on avait mis sous la forme epsilon K fois epsilon K plus 2Ng, puissance 1,5. Epsilon K, c'est l'énergie cinétique d'une particule libre d'impulsion K, H bar 2 K2 sur 2M. Et puis Ng, ben, là encore, c'est relié au champ moyen, hein, c'est donc le produit de la densité fois ce paramètre G, 4pi H bar 2 sur M. Voilà, donc ça c'est un résultat qu'on a obtenu dans le cadre, par exemple, du pseudo-potentiel. Et ce qu'on avait fait la semaine dernière aussi, c'était d'identifier donc, les régimes possibles en nombre d'ondes K. Et quand on se limite au pseudo-potentiel, enfin, résultat pseudo-potentiel qui est écrit ici, finalement, il y a deux régimes possibles, selon que epsilon K est petit ou grand devant Ng. Donc voilà mon axe des K ici. Et puis la frontière entre les deux domaines, eh bien, c'est donc quand epsilon K égale Ng. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé K0. Et je vous rappelle que ce K0, c'est simplement l'inverse de la longueur de cicatrisation, xi. Et donc K0, c'est racine de 8pi Na. Quand K est petit devant K0, ou si vous préférez K xi est petit devant 1, eh bien donc epsilon K est petit devant Gn, puisque epsilon K tend vers 0 quand K tend vers 0. À ce moment-là, dans cette relation de dispersion, je peux négliger le epsilon K qui est ici, et je me retrouve simplement avec epsilon K fois Ng, donc quelque chose qui va être linéaire en K, donc c'est le régime de phonon. Et puis quand au contraire, epsilon K est grand devant Ng, en première approximation, je peux négliger Ng, donc j'ai simplement H bar oméga K égale epsilon K, c'est le régime de particules libres. Bon, pour être correct, ça va jouer un rôle important dans la suite, il faut quand même prendre le terme d'ordre suivant. Et le terme d'ordre suivant, quand vous faites le développement limité en puissance de Ng sur epsilon K, vous trouvez que c'est simplement Ng qui vient se mettre ici, ou Gn. Donc ça, c'est ce régime de particules libres. Je vous rappelle aussi que ce Gn, on l'avait interprété. Hein. Ce Gn, il fallait le comprendre comme 2Gn moins Gn. Ce que je veux dire par là, c'est quand on fait un bilan entre l'énergie de départ et l'énergie d'arrivée, donc j'extrais une particule qui était initialement dans le condensat pour la porter à une impulsion relativement grande, qui est donc supérieure à K0. Donc dans l'état d'arrivée, j'ai comme énergie l'énergie cinétique H bar 2 K2 sur 2M, plus les énergies directes et d'échange, R3 plus Fock, donc ça c'est 2Gn, ça c'est l'état d'arrivée, epsilon K plus 2Gn, et puis ensuite je dois prendre l'énergie initiale, donc là il n'y avait pas d'énergie cinétique, ma particule était au repos, mais elle interagissait malgré tout avec ses voisines. Là il n'y a qu'un terme direct, puisque toutes les particules sont dans le même état, donc c'était Gn. Donc j'avais 2Gn à la fin, Gn au début, donc la différence entre les deux me donne ce Gn que vous voyez apparaître là. J'insiste là-dessus parce que ça va revenir fréquemment dans le cours qui va suivre. Voilà. Alors, quelques ordres de grandeur quand même, quand on prend les expériences. Donc, typiquement, dans une expérience, si on ne fait pas appel à une résonance de Feshbach, on a des longueurs de diffusion qui sont de l'ordre de quelques nanomètres, et aux densités auxquelles on travaille d'habitude, la longueur de cicatrisation xi est de l'ordre de 100, 500, 1000 nanomètres, disons 500 ici. Donc le rapport A sur xi vaut à peu près 1 sur 1 centième. Donc ce qu'on va voir apparaître dans le cours d'aujourd'hui, c'est une autre échelle ici pour K, qui est simplement 1 sur A. Pour l'instant, elle n'apparaît pas sur cette formule-ci, mais on va la voir apparaître quand on va revenir sur le formalisme de Beliaev. Et cette autre échelle, donc, qui va être 1 sur A, comme A est très très petit devant xi, 1 sur A est très très grand devant xi, donc l'autre échelle qu'on va voir apparaître est très très loin sur cet axe. Elle serait à quelques kilomètres d'ici, puisqu'elle va être 100 fois plus grande que l'échelle 1 sur xi que j'ai vu apparaître ici. Voilà, donc ce spectre, je l'ai tracé ici, donc probablement beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Le spectre donc, qui est écrit là, epsilon k en fonction de k, cette relation de dispersion, eh bien, c'est la courbe qui est en bleu ici. Et j'ai tracé donc entièreté ici l'approximation linéaire au voisinage de l'origine, le h bar ck qui est écrit là. Et puis j'ai tracé en pointillé là le epsilon k simplement, donc la relation quadratique, la relation d'une particule libre, h bar 2 k2 sur 2m. Et le terme gn qui vient se mettre ici, donc c'est l'écart entre la courbe bleue et la courbe pointillée violette, ici. Voilà. Je pourrais peut-être éteindre, vous aurez un meilleur contraste. Je rallumerai quand j'aurai besoin d'utiliser le tableau. Donc, je vais passer comme ça. Voilà. Là, au moins, comme ça, vous voyez mieux les couleurs, j'imagine. Bien.
donc voilà le plan du cours d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par les mesures de l'énergie de Li Wangyang, et en particulier commencer par un problème pour mesurer cette énergie, qui est le problème des pertes à trois corps, sur lequel j'aimerais passer quelques minutes. Ensuite, je vous décrirai deux types de mesures qui ont été faites, le mode de respiration, qui est moyennement convaincant, et l'équation d'état, qui, elle, est bien convaincante. Ensuite, je passerai au spectre d'excitation du condensat. Je vous décrirai d'abord le régime habituel, quand on prend des cas qui peuvent être grands ou petits par rapport à un sur Xi, donc on peut être dans le régime phononique ou le régime de particules libres, mais en tout état de cause, des cas petits devant un sur A, et là, vous verrez que tout est bien compris, il n'y a pas de souci. En revanche, je décris des manips plus récentes, quand on atteint le régime Ka de l'ordre de 1, et là, vous verrez que finalement, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Les manips sont très jolies, très convaincantes, mais l'interprétation théorique est encore ouverte. C'est étonnant sur un problème aussi basique, mais il me semble que c'est ça l'état des lieux pour l'instant. Et puis, dans la dernière partie, eh bien, je vous décrirai ces gouttelettes quantiques. Et ces gouttelettes quantiques, finalement, vous allez voir, c'est la réponse à une question de base, c'est comment est-ce que je peux rendre l'énergie de Li Wangyang dominante tout en restant à basse densité, c'est-à-dire tout en satisfaisant aux critères racine de NA cube petit devant 1, comment est-ce que je peux rendre cette énergie dominante dans mon système? Vous allez voir qu'il y a une réponse positive à cette question. Voilà, donc je commence par les mesures de l'énergie de Li Wangyang et par ce problème des pertes à trois corps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ce qu'on cherche à mesurer, donc, c'est l'énergie du gaz de Bose dans son état fondamental, et en particulier, on cherche à mesurer la correction quantique, là, le racine de NA cube qui est écrit ici. Donc, on se dit, si je veux mesurer ce racine de NA cube, j'ai intérêt à le rendre le plus grand possible, éventuellement compatible avec le fait qu'il doit être plus petit que 1, mais bon, pas trop petit devant 1, histoire d'avoir quelque chose à mesurer qui soit conséquent. Donc on peut se dire, je vais mettre au voisinage d'une résonance de Fajnov-Feshbach, histoire d'augmenter A le plus possible pour que racine de NA cube commence à être de l'ordre de 1. Alors vous allez voir que ça ne vient pas sans problème. Alors, la première chose, c'est que déjà, il faut prendre A positif. Si jamais je prends A négatif, à ce moment-là, le terme de champ moyen qui est écrit ici, enfin que j'ai écrit là en termes du nombre de particules grand N et du volume L cube, si A est négatif, G est également négatif, puisque G est procède à A. Et à ce moment-là, ce terme négatif de champ moyen va tendre à faire effondrer le gaz. Ça se comprend bien, puisque si G est négatif ici, si je veux minimiser l'énergie, eh bien, j'ai intérêt à prendre un L de plus en plus petit, c'est-à-dire que le gaz, au lieu d'occuper tout le volume dans la boîte, eh bien, en fait, il va se contracter sur lui-même, et donc L va tendre vers 0, l'énergie va tendre vers moins l'infini, et tout l'ensemble va collapser. C'est le phénomène qui est bien connu sous le nom de Bose-Nova. Voilà. Donc, je prends A positif, et je regarde ce qui se passe si j'essaie de m'approcher d'une résonance de Feshbach. Et là, à ce moment-là, eh bien, se produit un phénomène qu'on a déjà eu l'occasion de voir ensemble dans un cours précédent, c'est qu'au moment où on passe du côté A positif, eh bien, il y a un dimère qui apparaît, un dimère de grande extension, faiblement lié. L'extension du dimère, c'est de l'ordre de petit a, la longueur de diffusion. Son énergie, c'est de l'ordre de moins h bar 2 sur MA2. Et si donc A tend vers l'infini, puisque j'ai une résonance de Feshbach, eh bien donc l'extension tend vers l'infini, l'énergie de liaison tend vers 0. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. Là, j'ai mis en axe X 1 sur A. Donc la résonance de Feshbach où A est infini se situe là. Cette partie grisée, là, c'est A négatif. Donc ça, je me l'interdis parce que je veux éviter l'effondrement du gaz. Donc je me limite à A positif. Et si je veux donc un A qui est grand, eh bien, je vais me placer au voisinage de l'origine, là, donc avec ce dimère très faiblement lié, de très grande extension, qui est présent dans mon système. Et le problème, c'est qu'une fois que ce dimère se forme, bien après, il peut relaxer vers des états liés plus profonds. Dans les manips avec des alcalins, il y a plein d'états liés plus profonds que ce dimère-là. Et après, une fois qu'on est passé vers des dimères plus profonds, donc des états sodium-sodium fortement liés ou césium-césium fortement liés, bien là, ceux-là, ils sont perdus pour la science, ils s'échappent du piège, et donc je ne peux plus rien faire avec eux. Donc il faut éviter cette formation trop grande de dimères, et c'est là donc qu'on va trouver naturellement une limite sur NA cube. Quel est le taux de formation du dimère? Alors, ce dimère va pouvoir se faire si on a 3 atomes dans une distance de l'ordre de petit a. Si on a ça, eh bien, par exemple, les 2 atomes qui sont là vont pouvoir former le dimère, et puis le 3e atome va emporter l'énergie qui est libérée et l'impulsion qui est libérée lors de la collision. Donc il faut 3 atomes au voisinage l'un de l'autre pour que, partant de 3 atomes libres, un dimère se forme, et puis le 3e atome prend en charge la conservation de l'énergie et de l'impulsion.
Alors le taux de perte, donc, quelle est la probabilité de perdre cet atome-ci, par exemple? Eh bien, ça va être proportionnel donc, au nombre d'atomes que je vais mettre ici, et puis la probabilité d'avoir deux autres atomes, deux voisins, dans un volume de l'ordre de A cube. Alors ce taux de perte là, L3, a été calculé par Peter Feditchev, Merit Reynolds et George Shapnikov il y a déjà assez longtemps, et il varie comme A puissance 4, plus précisément il y a un quotient numérique qui est de l'ordre de 4, h bar A4 à puissance 4 sur n. Voilà. Donc ça, vous pouvez le retrouver simplement par analyse dimensionnelle, mais bon, Feditchev et al. Ont vraiment fait un calcul plus précis de cette chose-là. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, si je veux faire une expérience en partant d'un gaz normal, avec une longueur de diffusion normale, et puis je me dis, à un instant donné, je vais approcher A d'une résonance de Feshbach, une grande valeur, de telle sorte que j'aurai un racine de n à cube qui sera grand, et puis je pourrai comme ça mesurer mon énergie de Li-Wang-Yang. Eh bien, ma mesure, donc, il va falloir que je la fasse pour une durée relativement courte, parce que je sais qu'en m'approchant de la résonance de Feshbach, je vais avoir ces pertes-là qui vont se produire, et donc je vais perdre des atomes. Or, j'ai envie de travailler à densité bien fixée pour faire la mesure. Donc, il faut que la durée de taux de l'expérience soit limitée. Il faut que, plus précisément, le produit, donc la dérivée dn sur dt fois taux, soit petit devant n, pour que la perte relative d'atomes soit petite devant 1. Et donc ça, quand vous mettez ensemble cette chose-ci pour dn sur dt fois taux, ça veut dire que taux doit être petit devant 1 sur L3, n carré. Mais par ailleurs, quand je vais prendre mon gaz initialement à une petite longueur de diffusion, et je vais l'approcher de la résonance de Feshbach à une grande longueur de diffusion, il faut que je reste dans l'état fondamental, ou si j'en sors, il faut que mon gaz ait le temps d'y retourner, puisque ce qui m'intéresse, c'est l'énergie de l'état fondamental. Donc il faut que je sois sûr que mon système soit bien à l'équilibre, aussi proche que possible dans l'état fondamental, au moment où je fais ma mesure. Quel est le temps pour atteindre l'équilibre, ou quel est le temps avec lequel je dois faire le balayage adiabatiquement si je veux rester à tout moment dans l'état fondamental? Ça, je ne sais pas vous le donner avec précision, mais l'ordre de grandeur, ce sera h bar sur le potentiel chimique. C'est typiquement le temps que je peux fabriquer pour un fluide quantique. Et le potentiel chimique, je peux prendre en première approximation la valeur de champ moyen, qui est Gn. On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc il faut que ce temps taux soit plus grand que h bar sur Gn si je veux être sûr que mon système a le temps de relaxer dans son état fondamental ou de s'y maintenir. Donc j'ai deux contraintes sur le temps. Le temps doit être plus grand que h bar sur Gn, mais plus petit que 1 sur L3N2. Donc c'est ce que j'avais écrit ici, h bar sur Gn petit devant 1 sur L3N2. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez du n à gauche, du n à droite. Donc vous allez vous retrouver avec du n à gauche ici. Et puis le h bar sur G ici et le L3 qui est écrit là. Tout ça se simplifie pour donner simplement n à cube petit devant 1. Donc si je veux travailler avec un gaz dans son état fondamental à température nulle, et que ce gaz soit à l'équilibre, je n'ai pas le choix. Il faut que n à cube soit petit devant 1. Donc je ne peux pas me dire je vais augmenter n à cube pour l'amener voisinage de 1. Si je fais ça, j'aurai un système qui sera certes intéressant, mais qui sera violemment hors d'équilibre. Voilà. Donc si je veux être à basse température avec un gaz de Bose à équilibre, je n'ai pas le choix, il faut que je sois dans le régime d'interaction faible. On verra plus tard que cette condition peut être relaxée si on renonce au terme basse température. Si je me mets au-dessus de la dégénérescence quantique, à ce moment-là, cette contrainte-là est moins forte. Mais bon, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je dois satisfaire cette contrainte-là. Alors, une première approche à cette recherche, cette mesure de l'énergie de Li-Wang-Yang a été de s'intéresser à des modes propres du gaz. Plus précisément, je vais décrire ici une expérience qui a été faite à Innsbruck dans le groupe de Rudy Grimm. Et le groupe de Rudy Grimm est parti d'un gaz très allongé, en forme de cigare, comme ça, et ils ont étudié le mode de respiration transverse de ce gaz. C'est-à-dire comment est-ce que le gaz vibre comme ça, oscille sur lui-même, en se comprimant radialement, puis en se dilatant, puis en se comprimant. Donc c'est une géométrie cigare, et on regarde donc ce mode de vibration particulier, qui est ce mode transverse. Ils se sont mis dans un piège isotrope, donc il n'y a qu'une fréquence pour ce mode de respiration. Enfin, il n'y a pas de couplage avec les modes quadrupolaires. Alors il y a un résultat très puissant qui a été établi par Pitaïevski et Roche, qui est que si on est dans une théorie de champ moyen, donc une théorie décrite par l'équation de Gross-Pitaïevski que j'ai écrite ici, potentiel chimique mu égale Gn, eh bien, ce mode de respiration, dans cette géométrie cigare très allongée, ou alors, si vous prenez au contraire une géométrie complètement aplatie, une géométrie de disque, eh bien, ce mode de respiration a toujours pour fréquence 2 oméga, où oméga est la fréquence de confinement du piège dans la direction radiale. Voilà, donc ça c'est un résultat champ moyen, oméga respiration égale 2 oméga.
Ça, on l'avait vérifié dans un régime où c'était supposé être valable. On l'avait vérifié il y a pas mal de temps maintenant. Et donc, si vous faites une mesure et que vous trouvez une déviation par rapport à cette loi oméga respiration égale 2 oméga, eh bien cette déviation par rapport à la prédiction champ moyen peut être, ça peut aussi être autre chose, mais ça peut être une signature de ces effets au-delà du champ moyen, donc ces effets en particulier Li-Wang-Yang. Donc c'est ce qu'ont fait les chercheurs d'Innsbruck. Donc c'était en 2007 qu'ils ont fait cette expérience-là. Donc ils sont partis d'un gaz, alors qui est un gaz de fermion en fait. Donc ils sont partis d'un gaz de lithium-6 et ils se sont placés au voisinage d'une résonance de Feshbach pour ce gaz de fermion de lithium-6. Et ils sont passés plus précisément dans la partie A positif de cette résonance de Feshbach au voisinage. Alors comme on a affaire à des fermions, là le danger que je décrivais pour des bosons tout à l'heure ne s'applique pas parce que comme on a des fermions, on ne va pas pouvoir répéter 3 fermions de spin 1,5 au même endroit, donc les pertes à 3 corps que je mentionnais ne vont pas se produire. En tout cas, elles se produiront avec un taux beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, pas de souci du côté des 3 corps. Donc, on se met du côté A positif, donc on se dit, si je me mets du côté de A positif, en fait, mon gaz de fermion va surtout exister sous forme de dimère, donc de lithium-2, une molécule lithium-2, et une molécule de lithium-2 faite à partir de 2 fermions peut être vue comme un boson. Donc, on peut se dire, ça c'est un moyen pas cher, entre guillemets, de réaliser un gaz de boson en interaction forte, c'est de prendre des molécules fermées à partir de paires de fermions, et puis on fait la manip. Donc voilà, on prend nos molécules donc, de lithium-2 isotope 6, ici, c'est ça que ça signifie là. Donc on se dit, on a affaire à des dimères bosoniques, on prend notre gaz. Alors le gaz est confiné dans un piège laser, le confinement transverse est assuré par un faisceau laser, les atomes sont attirés par le centre du laser qui est donc désaccordé sur le rouge. Et puis à un instant donné, on va diminuer légèrement la puissance du faisceau laser, donc la fréquence oméga va changer légèrement et ça va exciter le mode de vibration. Donc ce mode de vibration, vous le voyez très bien ici, vous avez sur une durée ici qui dure une vingtaine de millisecondes la mesure de la taille transverse du nuage atomique, et on le voit, cette chose-là osciller. Ça se mesure avec une très très bonne précision, de l'ordre de 10-3 en pression relative. Et donc on fait cette mesure pour différents nombres d'atomes et différentes valeurs de la longueur de diffusion petit a en s'éloignant de la résonance de Feshbach. Donc ici, j'ai retracé 1 sur KFA. KF, c'est le moment de Fermi. Petit a, c'est donc la longueur de diffusion. Donc A infini, c'est ici. Donc si je le trace, A infini, il est là. Voilà. Donc dans toute cette partie-là, là, c'est vraiment des fermions individuels, entre guillemets. Donc ça, ce n'est pas intéressant pour nous. En revanche, si je me mets de ce côté-ci, pardon, je vais revenir à mon pointeur. Si je me mets de ce côté-là, je me dis que là, j'ai affaire à des molécules. Et plus je vais aller par là, plus mes molécules seront liées. Donc plus mon approximation de molécules sera bonne, de molécules bosoniques. Et vous avez ici en bleu donc, les mesures qui ont été faites. Ici, le pointillé, ici, c'est la valeur 2, donc la prédiction champ moyen, oméga respiration sur oméga égale 2. Et ce que vous voyez, c'est donc qu'il y a clairement, quand on va du côté moléculaire ici, il y a clairement des points qui sont au-dessus de 2. Donc on peut se dire, très bien, ça, c'est donc une signature de l'énergie de Li-Wang-Yang. Les résultats expérimentaux il n'y a aucune raison de les mettre en doute. Ils sont en très bon accord avec une simulation Monte-Carlo quantique, là où la prédiction de champ moyen, elle, reste toujours inférieure à 2 et tend asymptotiquement vers 2 quand le régime moléculaire est atteint. Alors cette déviation-là, donc, qui est avec des choses qui sont nettement supérieures à 2, donc déviation claire par rapport au champ moyen, on peut se demander maintenant, est-ce qu'on peut vraiment l'interpréter comme directement l'énergie de Li-Wang-Yang telle qu'on l'a trouvée dans la théorie purement bosonique? Et la réponse est non. En fait, la réponse est non. Elle est certainement due à des effets au-delà du champ moyen, mais c'est des effets plus compliqués probablement que simplement la théorie bosonique qu'on a développée jusqu'à maintenant. Et pour illustrer ça, j'ai mis les mêmes données ici. Donc les points bleus ici sont devenus les points noirs ici, mais vous pouvez les reconnaître. Et c'est une figure que j'ai extraite de la thèse de Sylvain Assimben, mais c'est un calcul qui a été fait par Sandro Stringari, où vous avez en fait ce qu'on attend pour le Li-Wang-Yang pur, entre guillemets, le terme alpha racine de n³ que j'ai donné avant. Et ce terme de Li-Wang-Yang pur, c'est le pointillé qui est dessiné ici, qui divergerait par là si je laissais A tendre vers l'infini, puisqu'il est en racine de n³. Donc quand A tend vers l'infini, il tend vers l'infini aussi.
Et ce que vous voyez, eh c'est que les points, même les points les plus à gauche, ici les points qui sont le plus dans le régime moléculaire, eh bien, ils sont encore loin d'atteindre la prédiction Li Wang-Yang. On est encore trop, finalement, dans cet état hybride fermion libre, fermion lié. On n'est pas encore dans l'état où je peux dire tous mes fermions sous forme de molécules bosoniques et j'oublie la nature composite de ces bosons. Voilà, on est encore dans un régime où il faut prendre en compte cette nature composite. Donc c'est une très jolie expérience, et encore une fois, il n'y a aucune raison de remettre en cause les résultats, mais on ne peut pas dire que cette expérience est une illustration quantitative de la théorie de Li Wang-Yang telle qu'on l'a vue ensemble. Alors la deuxième expérience que je vais vous décrire ici, c'est une expérience qui a été faite dans le groupe de Frédéric Chevy et Christophe Salomon à l'école normale, et qui, elle, vous allez voir, est beaucoup plus directement liée à cette énergie Li Wang-Yang. Ça consiste donc à mesurer l'équation d'état du gaz, et pour cela, eh bien, la technique utilisée, c'est une technique qu'on a déjà vue ensemble quand on a regardé le développement du viriel. C'était une technique qui consistait donc à mesurer la pression à partir d'une imagerie du gaz faite donc le long d'un axe ici. Je vous rappelle que cette pression, on l'obtenait en intégrant en fait selon deux directions de l'espace la densité ici, et via une approximation de densité locale, on obtenait donc la pression en fonction du potentiel chimique. Je ne reviens pas sur la technique elle-même, je l'avais décrite en détail il y a quelques semaines. Et donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que prédit Li Wang-Yang pour la pression en fonction du potentiel chimique, compte tenu de l'équation d'état qu'on a écrite ici. Alors là, c'est simplement un petit jeu avec la relation thermodynamique. La pression, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au volume, à entropie constante et nombre de particules constant. Mais dire qu'on est à entropie constante, là, ça veut juste dire que je reste dans l'état fondamental. C'est pas plus compliqué que ça. Potentiel chimique, je l'obtiens en dérivant par rapport au nombre de particules. Donc j'obtiens une formule très voisine de celle qui est écrite ici. Ma pression fait intervenir donc ici alpha, le même quotient alpha, c'est ce 128 sur 15 racine de pi fois 3,5. Le potentiel chimique fait intervenir ce même quotient alpha fois 5,5. Et donc, puisque ce que je veux, c'est la pression en fonction de mu, je peux, sachant que racine de n à cube est petit devant 1, je peux éliminer la densité n de l'équation du dessous pour la reporter dans l'équation du dessus. Et j'obtiens cette équation simple, qui est que la pression, c'est donc à l'ordre du champ moyen, à l'ordre le plus bas, c'est simplement le carré du potentiel chimique mu divisé par 2G, et puis un terme correctif, donc, qui fait intervenir, encore une fois, ce quotient alpha ici, fois racine de mu à cube sur G. Voilà. Et donc, l'expérience est faite toujours sur du lithium, mais cette fois-ci sur l'isotope bosonique. Donc là, il n'y a pas de souci de boson composite, là, c'est vraiment des atomes bosoniques, lithium 7. On commence par préparer le gaz à une longueur de diffusion modeste, disons, une dizaine de nanomètres, et puis on se rapproche, mais pas trop près pour éviter le problème des pertes à 3 corps, on se rapproche d'une résonance de Fano-Feshbach, disons que A, on l'amène entre 30 et 100 nanomètres, pas au-delà pour ne pas avoir de problème des pertes à 3 corps. Et puis voilà les résultats. Donc les résultats, ce sont les points noirs ici. La prédiction de champ moyen, c'est donc, si je prends le 1 dans la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, donc une variation quadratique de P avec mu, eh bien, ce sont les pointillés qui sont ici. Clairement, les données sont en dessous de la prédiction de champ moyen, comme attendu par la théorie de Li Wang-Yang. Vous avez un moins qui est apparu ici. Ces résultats expérimentaux, ils sont en excellent accord avec la théorie de Li Wang-Yang elle-même, qui est la ligne rouge qui est représentée là. On peut jouer à faire un ajustement du coefficient ici. Donc, la théorie de Li Wang-Yang prédit ce coefficient donc, qui vaut à peu près 5, 4,8. Et si vous faites un ajustement, eh bien, vous trouvez que le coefficient d'ajustement alpha, c'est 4,5, plus ou moins 0,7. Donc, l'accord, compte tenu des incertitudes de mesure, est parfait. Et puis, l'accord est également très bon avec une expérience avec une simulation de Monte-Carlo quantique qui ont été faites par Werner Kraut et son étudiant Swan Piatekki. C'est le trait noir ici qui est en dessous. Voilà. Donc, je dirais que ça, ce sont vraiment des expériences qui ont complètement validé, au moins pour le domaine des atomes froids, cette théorie de Li Wang-Yang. On peut refaire l'expérience avec une meilleure précision, mais là, il n'y a vraiment aucune déviation notable par rapport à la prédiction. Voilà. Je termine cette première partie sur l'énergie de mon système en m'intéressant non pas cette fois-ci à l'énergie totale, ça maintenant on l'a comprise, elle est vérifiée expérimentalement, mais aux deux composantes de cette énergie qui sont
l'énergie cinétique d'une part et l'énergie d'interaction d'autre part. Alors l'énergie cinétique, qu'est-ce que c'est l'énergie cinétique d'un gaz comme ça? L'énergie cinétique d'un gaz, ça va simplement être la somme sur tous les états d'impulsion K de la population de l'impulsion K, n bar de K, fois l'énergie cinétique associée à l'impulsion K, c'est-à-dire h bar 2 K2 sur 2m. Et je vous rappelle que je connais la valeur de n bar de K, hein, c'est ce qu'on avait calculé ensemble la dernière fois. Ce n bar de K, c'est simplement le carré du coefficient V qui intervenait dans la transformation canonique de Golubov. Je rappelle qu'il y avait des U et des V, et le module de V au carré, enfin V dans ma théorie était réel, donc V au carré, c'était simplement la population de l'état K. Et là, je vous ai remis son expression. Je suis revenu à une expression en termes du développement de borne. Donc ici, j'ai remis la transformée de Fourier du potentiel Vk, pour une raison qui va apparaître dans un instant. C'est que si je prends le pseudo-potentiel, j'ai un problème. Donc là, je vous ai remis mon axe des K, mais cette fois-ci, je l'ai remis avec, pour un potentiel de portée non nulle, de portée petit b. Et donc cette partie-ci, c'est ce que j'avais décrit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Et simplement, ce qui se passe, c'est que quand j'augmente K, quand je l'augmente au-delà de 1 sur b, eh bien ma transformée de Fourier V tilde de K du potentiel ne vaut plus sa valeur à l'origine, mais au-delà de 1 sur b, elle commence à décroître et à tendre vers 0. Donc V tilde de K devient significativement différent de V tilde de 0. Et donc le n de K qui est écrit ici, je vous rappelle comment est-ce qu'il varie, on l'avait vu ensemble là encore. Il est en 1 sur K dans cette partie-ci, dans la partie phononique. Dans la partie entre K0 et l'inverse de la portée du potentiel, donc c'est une constante V0 tilde de K, V0 tilde carré, V0 tilde carré divisé par K4. C'est ce qu'on avait vu ensemble, c'est ce qui découle de ça. Et puis quand on est au-delà de 1 sur b, eh bien à ce moment-là, j'ai toujours le 1 sur K4, mais en plus au numérateur, j'ai V tilde de K au carré. Donc ici, ça décroît comme 1 sur K4, et ici, ça décroît plus vite qu'1 sur K4, parce que V tilde de K, lui aussi, décroît, et tend vers 0 si j'ai un potentiel régulier. Alors qu'est-ce que ça me donne ça pour l'énergie cinétique, quand je reporte dans ma formule que j'ai réécrite ici? Eh bien, à basse énergie, aucun souci. On pourrait se dire, oh là là, c'est dangereux parce que j'ai n de K qui diverge quand K tend vers 0. Mais cette divergence-là est largement compensée à la fois par le jacobien à 3 dimensions et aussi par le terme K2 qui vient dans l'énergie cinétique. Donc, aucun souci de convergence pour ce segment-là. Ce segment-là, lui, les bornes, c'est K0 ici et puis 1 sur B là, donc il n'y a pas de problème. Simplement, je vais avoir le K carré qui vient de l'énergie cinétique, le K carré qui vient du jacobien à 3 dimensions, le 1 sur K4 qui vient du n de K qui est là. Donc en fait, tous les K s'éliminent, ici, je peux les enlever, et j'obtiens simplement l'intégrale d'une constante sur ce segment qui va donc de 1 sur Xi à 1 sur B. Et puis quand je me passe vraiment à grande impulsion, donc de ce côté-là, bien là encore, les K2, les K4, le K2 qui est là s'éliminent, et la convergence est assurée simplement par le V tilde de K au carré, si j'admets que mon potentiel décroît assez vite à l'infini. Et sa transformée de Fourier aussi décroît assez vite à l'infini. Donc là, il n'y a rien à dire de spécial, je peux calculer comme ça l'énergie cinétique. En revanche, ce qu'on voit tout de suite, c'est que si on passe au pseudo-potentiel, si je passe au pseudo-potentiel, la portée B va tendre vers 0, donc 1 sur B tend vers l'infini, donc cette région-là, elle est repoussée à l'infini, elle n'existe plus, et je me récupère cette intégrale-ci, qui cette fois-ci, pour le pseudo-potentiel, eh bien la borne qui est là, pour le pseudo-potentiel, devient plus l'infini. Et là, j'obtiens une divergence. Et cette divergence, elle est là, et c'est là que je ne peux pas m'en débarrasser. Autant j'avais pu me débarrasser de la divergence pour l'énergie totale de Li Wang-Yang en me souvenant des propriétés un peu bizarres du pseudo-potentiel, autant là, cette divergence, elle est bien présente. Et donc l'énergie cinétique, pour le pseudo-potentiel, vaut plus l'infini à cause de cette décroissance en 1 sur K4. Et l'énergie d'interaction, vous pouvez la calculer par les mêmes moyens, et vous trouvez qu'elle, elle vaut moins l'infini. Donc, en fait, l'énergie de Li Wang-Yang est finie, est mesurable, on l'a vu ensemble, mais elle est composée de deux objets qui valent respectivement plus l'infini et moins l'infini si je prends un potentiel de portée nulle. Voilà, donc il faut faire bien attention à ça. La prise en compte de la portée finie du potentiel, elle est indispensable si je veux donner un sens à chacune des deux composantes écrites ici. Voilà. On va revenir là-dessus dans notre théorie du contact qu'on fera à partir de la semaine prochaine, et je suis sûr que Anna va aussi en parler dans son séminaire qui va suivre.
plutôt dans la partie unidimensionnelle que 3D, mais le 1 sur K4, lui, il est universel, donc il sera là tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur la mesure de l'énergie de Wang-Yang, et maintenant j'aimerais passer donc au spectre d'excitation d'un condensat. Et je vais commencer par le régime habituel, donc K petit devant 1, avant de passer au problème ouvert. Donc pour l'instant, limitons-nous au domaine 1 et 2. Je reviens à mon potentiel régulier donc, que je peux traiter par le développement de borne. Je me limite au domaine 1 et 2, donc je prends un K qui est petit devant 1 sur B. C'est-à-dire que je peux prendre V tilde de K de l'ordre de V tilde de 0. Et donc je vous rappelle que pour mon potentiel régulier à l'approximation de borne, j'avais ce spectre-là qui ressemble au spectre que j'avais pour le pseudo-potentiel si je remplace V0 tilde par G. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'il faut faire pour remplacer V0 tilde par G. Je vous ai dit, Beliaev a fait le travail, Beliaev a pris le développement de borne, il a ressommé tous les termes, et donc ce qu'il a pu faire, c'est que donc, il a pu nous expliquer qu'il fallait remplacer V0 tilde ici par quelque chose qui était proportionnel à la longueur de diffusion, qu'on appelle petit g. Donc si on revient là-dessus plus précisément, ce qu'il faut faire, c'est d'écrire correctement l'interaction entre un atome d'impulsion K, l'impulsion que j'ai créée, je vais me mettre à assez grande énergie, donc je vais vraiment parler d'atomes ici, un atome d'impulsion K, particule libre, interagissant avec le bain de particules à impulsion nulle, K égale 0. Et il faut que je décrive correctement comment un atome d'impulsion K collisionne avec les atomes d'impulsion nulle. Alors, dans la théorie de ressommation, ce qui apparaît, c'est qu'il faut prendre l'élément de matrice de l'atome d'impulsion K ici à gauche et puis à droite le même vecteur, mais il faut que je prenne en compte tous les états intermédiaires possibles. Et si je veux décrire correctement cette interaction entre un atome d'impulsion nulle et l'atome d'impulsion K, eh bien, comme état intermédiaire, j'ai une collision qui peut très bien produire un atome d'impulsion K1 et un atome d'impulsion K2, avec K1 plus K2 égale K, pour que j'ai une conservation de l'impulsion totale. Donc, je dois avoir comme état intermédiaire possible dans ma ressommation quelque chose qui est H bar K1, H bar K2, et puis N-2 atomes dans l'état 0, partant de mon atome d'impulsion K, H bar K1, N-1 atomes dans l'état 0, et également dans l'état final. Donc, je prends comme mon élément de matrice entre ça, la gauche et la droite, mais intermédiairement, je dois avoir des choses comme ça. Et comment est-ce que je peux produire un état là? Eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je détruise mon atome d'impulsion K ici, je détruis un atome 0, et puis je crée un K1 et un K2. Donc ça, c'est un terme qui est clairement au-delà de l'approximation quadratique, puisque j'ai 3 indices qui sont différents de 0. Donc, dans mon approximation quadratique, m'étais limité au terme avec 2 indices différents de 0 dans mes AK, mais là, j'en ai 3, K, K1 et K2. Donc c'est clairement des termes au-delà de l'approximation quadratique, c'est des termes, si vous voulez, cubiques, qu'il va falloir aller pêcher dans l'ensemble des termes de l'hamiltonien pour ressommer ce développement de borne et pouvoir faire le remplacement. Alors quand on fait ça, en fait, ce qu'explique Beliaev, et c'est naturel, ce qu'on fait apparaître, c'est l'amplitude de diffusion entre un atome d'impulsion K et un atome d'impulsion 0. Donc c'est une collision 0K, donc l'impulsion relative K sur 2, c'est ce que je vais appeler KR, K relatif égale K sur 2. Et ce qu'on voit apparaître, donc, c'est F de KR, l'amplitude de diffusion, un objet qu'on avait beaucoup calculé l'année dernière, pris à KR. Et si je me mets à basse énergie, donc K petit devant 1 sur B, K petit devant 1 sur A, puisque maintenant la longueur de diffusion apparaît explicitement dans le problème quand je fais cette ressommation du développement de borne, eh bien là, il n'y a pas de souci, je peux remplacer l'amplitude de diffusion par A, précisément moins A, mais de toute façon, ça va venir au carré, donc il n'y a pas... Enfin bon, peu importe, le moins A, on s'en débrouille, le moins on s'en débrouille, et donc le A apparaît naturellement, comme ça, si je me mets à basse énergie. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on arrive au spectre de Bogoliubov. J'ai expliqué tout ça parce que tout à l'heure, on va avoir besoin de regarder ça un petit peu plus en détail. Mais regardons déjà les mesures du spectre de Bogoliubov. Donc là, les mesures les plus précises, je pense, datent de ce qui a été fait au Weizmann en 2002, dans le groupe de Neer-Davidson. C'est encore une fois de la diffraction de Bragg, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On va déposer dans le milieu une impulsion H bar K, une énergie H bar oméga. On le fait avec un processus absorption-émission stimulée. Donc on envoie deux ondes, deux vecteurs d'ondes, K1 et K2, dont on peut régler l'angle de manière à ce que le vecteur K soit ajustable. Vecteur K étant le vecteur K1 moins vecteur K2.
Et puis, dans l'expérience du Weizmann, eh bien, le moment K est varié, en variant l'angle, comme ça, est varié de 0,4 à 15 micromètres moins 1, sachant que xi vaut 0,25 micromètres. Donc, vous pouvez vérifier que kxi va varier d'une valeur plus petite que 1, 0,1, donc ça c'est le régime de phonon, à une valeur plus grande que 1. Quand vous prenez le produit 15 fois 0,25, vous trouvez quelque chose de l'ordre de 4. Et ça, c'est le régime de particules libres. Donc, on explore vraiment les deux régimes dans cette expérience. Et voilà donc un résultat expérimental typique. Donc vous partez de votre nuage ici, ça c'est obtenu après temps de vol, donc ça c'est le nuage initial. Et puis après temps de vol, eh bien, vous voyez un nuage déplacé, c'est la zone grise plus claire ici. Et ça correspond aux atomes qui ont donc subi ce processus absorption-émission stimulée. C'est l'épaulement qui est là. Et il s'agit de mesurer cet épaulement, trouver la fréquence oméga pour un cas donné qui maximise le nombre d'atomes dans l'épaulement, et puis refaire ça pour différents cas. Et comme ça, on reconstruit le spectre. Donc voilà le résultat. Les données sont magnifiques, hein. Les points sont là. Donc pour chaque valeur de K, on trace ici la valeur de oméga qui maximise le transfert. Et donc on voit très bien le régime phononique qui est là. Vous avez un zoom qui est ici. Et puis ici, le régime de particules libres, avec le décalage de Gn par rapport à ce qui serait vraiment une particule libre stricto sensu, h bar 2 K2 sur 2m. Voilà. Donc là, il n'y a rien de spécial à dire, c'est une très très belle confirmation de la théorie de Bogolubov. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des effets au-delà du champ moyen détectables dans cette expérience ? La réponse, à mon avis, est non. Enfin, il y en a, mais ils sont très difficiles à détecter. Si je me limite au régime phononique, par exemple, je traite les deux régimes dans les notes, mais si je me limite ici au régime phononique, qu'est-ce que ce serait des effets au-delà du champ moyen ? Eh bien, ça consisterait à mesurer précisément la vitesse du son ici et à regarder si j'ai des corrections en racine de na cube qui apparaissent. Donc, comment le chercher, ça ? Bien, il suffit de revenir à la formule qui donne d'habitude la vitesse du son dans un milieu. C'est simplement 1 sur m fois la dérivée de la pression par rapport à la densité, prise à entropie constante. Là, je suis dans l'état fondamental, donc c'est simplement, je garde la valeur de la pression que j'avais tout à l'heure. Je vous la rappelle, hein, c'est toujours ce développement en puissance de racine de na cube avec le coefficient 3,5 qu'on avait vu apparaître, fois toujours ce même alpha, 128 sur 15 racines de pi. Et donc j'injecte ce développement dans la formule donnant la vitesse du son, et je trouve que la vitesse du son, eh bien, c'est le terme de champ moyen qui a été tracé ici, pour la manip du Weizmann, racine de Gn sur m, fois une correction qui, pas de surprise, va être en racine de na cube, donc qui dans cette expérience-ci serait de l'ordre de quelques 10-3. Et ça, je dirais, même si les manips sont vraiment très belles, il n'y a sûrement pas une précision de l'ordre de 10-3 sur la connaissance de la densité pour dire si oui ou non il y a des effets au-delà du champ moyen. Donc à ma connaissance, ça n'a jamais été fait, de mesurer sur la vitesse du son dans un condensat, mesurer les effets de Lee Wang-Yang. Dites-le moi si vous connaissez une manip, mais à mon avis, c'est quelque chose qui reste à faire. Ce n'est pas une manip facile, hein, je pense. Voilà. Bien. Ben là, je dirais on a mangé notre pain blanc. Et maintenant, dans les 15-20 minutes qui vont suivre, là, on va rentrer dans un terrain beaucoup plus mouvant, où là, on comprend mal ce qui se passe. Ce que je vais vous décrire, c'est des expériences plus récentes. Une expérience semi-récente qui a été faite dans le groupe d'Eric Cornell à Boulder en 2008, et puis une expérience, donc, elle, plus récente, qui date de 5 ans à peu près, faite à Cambridge, dans le groupe de Zoran Zibabic, avec Raphaël Lopez, qui est peut-être dans la salle en premier auteur. Cette expérience consiste à aller voir, tester cette relation de dispersion des excitations du système, mais à une impulsion beaucoup plus grande que simplement autour de K0 égale 1 sur Xi. Alors, beaucoup plus grand, ça veut dire aller toucher 1 sur A ou 1 sur B. Alors là, les chercheurs de Cambridge sont mis dans une situation où il y avait une hiérarchie claire entre 1 sur A et 1 sur B, c'est-à-dire qu'ils sont mis pas loin d'une résonance de Feshbach, donc A était nettement plus grand que la portée du potentiel. La portée du potentiel, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est de l'ordre de quelques nanomètres, donc 1 sur B est là. La longueur de diffusion est typiquement 10 fois plus grande, donc 1 sur A est 10 fois plus petit que 1 sur B. Donc on va aller étudier ce qui se passe ici. 1 sur A est néanmoins très grand devant l'1 sur Xi qui lui vaut 500 nanomètres. Donc il y a un facteur 10 entre cette échelle-là et celle-là, et il y aurait un autre facteur 10 entre ici et là. Mais cette échelle-là n'a pas été explorée. On va se limiter à ce qui se passe ici. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre là ? Déjà, qu'est-ce qu'on voit ? Donc ça, c'est une manip faite à Cambridge. C'est sur du potassium, potassium 39, un isotope bosonique. C'est des manips qui sont faites
une manip très propre, hein, faite sur un gaz uniforme, donc il n'y a pas de densité homogène, densité relativement faible, 10 puissance 12 atomes par centimètre cube, paramètre Na cube petit, racine de Na cube vaut à peu près 1%, 1 à 2%, donc on est vraiment dans le régime encore où on peut appliquer les théories type Bogoliubov. Et voilà le résultat de la manip. Donc toujours après temps de vol, ici vous avez le nuage de départ, ici vous avez le nuage diffracté, donc des atomes qui ont gagné l'impulsion h bar k dans la diffraction de Bragg. Et là vous avez donc la recherche de la résonance, donc vous balayez le oméga que vous déposez ici, vous avez cette courbe-là, et puis donc vous regardez le oméga qui donne le nombre maximum d'atomes transférés pour un h bar k fixé, pour une transfert d'impulsion fixée. Et en particulier, on s'intéresse au décalage entre le maximum de ces traits, là, donc que je vais mettre ici, comme ça, et puis donc l'énergie d'une particule libre, h bar 2 k2 sur 2m. Donc si vous voulez, dans la théorie de Bogoliubov, cette chose-là, là, ce décalage, ce serait le Gn, hein, 2Gn moins Gn, le 2 moins 1, c'est lui, ce décalage. Alors une chose qu'on remarque tout de suite, et qui va jouer un rôle probablement dans la suite, enfin quand je dis probablement, qui jouera probablement un rôle quand on aura une théorie quantitative du phénomène, mais bon, pour l'instant, comme vous allez voir, on ne l'a pas, c'est qu'on voit clairement un halo de collision ici. Et ce halo de collision, c'est des collisions en onde S, simplement des collisions qui sont produites entre les atomes qui sont en haut et les atomes qui sont en bas. Là, l'atome à impulsion nulle et l'atome à impulsion h bar k. Quand vous avez h bar k qui collisionne sur impulsion nulle, eh bien, vous avez donc cette production K1, K2, et ces atomes, si vous faites un petit diagramme de Newton pour les collisions, vous verrez qu'ils se répartissent sur une sphère qui passe à la fois par ce point-ci et par ce point-là, donc c'est cette sphère-là. Donc il y a clairement, pendant la durée de l'expérience, des collisions en ondes S qui se produisent, et vous allez voir dans un instant que ça, c'est inévitable. Voilà, donc on va s'intéresser à ce décalage-là, entre les deux. Et voilà le résultat. Donc les chercheurs de Cambridge ont tracé donc, ce décalage avec cette variable sans dimension alpha. Donc qu'est-ce qu'elle contient, cette variable? Donc vous prenez le centre de l'arrêt, h bar oméga, vous lui soustrayez le epsilon k, donc vous avez toujours une énergie, c'est le décalage mesuré en énergie, donc en joules si vous voulez, vous divisez par l'énergie naturelle qui est Gn, l'énergie de champ moyen, donc là maintenant j'ai un nombre sans dimension, et pour des raisons qui permettent de bien mettre toutes les données les unes sur les autres, on remultiplie ça par Ka, donc le produit impulsion transférée fois la longueur de diffusion, sachant qu'il y a plusieurs longueurs de diffusion utilisées dans l'expérience. Si jamais je prends ce que j'attends pour Bogoliubov, pour ça, hein, j'ai donc h bar oméga k qui est epsilon k plus Gn, je l'ai déjà dit de multiples fois, donc là j'ai Gn au numérateur, je divise par Gn, donc j'ai 1, je remultiplie par Ka, donc j'ai alpha égale K. Donc ce que j'attends pour Bogoliubov, c'est alpha en fonction de K une droite de pente 1, et c'est ce qui est tracé en vert ici. Voilà, le spectre de Bogoliubov est là. Et les données obtenues pour différents n, différents k, différents a, se mettent toutes sur une magnifique courbe universelle qui est celle-ci. Là. Et vous avez une courbe noire qui est un ajustement théorique, mais je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. Donc ce qu'on voit là tout de suite, c'est que donc, cette courbe-là ne suit pas le spectre de Bogoliubov, sauf au départ ici. Les manips du Weizmann, hein, que je décrivais tout à l'heure, elles seraient dans ce domaine-là, hein, elles seraient ici. Donc là, on est vraiment dans un domaine qui n'a pas été étudié dans les manips du Weizmann de tout à l'heure. Donc le bon accord avec Bogoliubov tout au départ, mais très vite, ça décolle. Et en particulier, vous avez un point ici où alpha vaut 0, c'est-à-dire où l'énergie h bar oméga k est exactement égale à epsilon k. C'est-à-dire que tout se passe comme si votre résonance était simplement des particules libres. Et puis après, ça devient même négatif, donc l'énergie à fournir est inférieure à celle qu'il faudrait pour le régime de particules libres. Et l'annulation se produit pour Ka de l'ordre de 1,3. Et les résultats du groupe de Boulder, donc ça c'est les résultats récents hein, de 2017, les résultats du groupe de Boulder sont en bon accord avec ceci, leurs points se mettent aussi là-dessus. Alors, comment comprendre ça? Un premier pas, enfin une première voie, c'est de revenir vers Beliaev. Donc, je vous ai déjà dit ce que Beliaev faisait, c'est qu'il disait que pour remplacer V0 tilde par G, il fallait décrire précisément l'interaction entre un atome d'impulsion K et un atome d'impulsion nulle. Et je vous ai dit que ça faisait apparaître l'amplitude de diffusion F de K, précisément F de Kr, impulsion relative, F de Kr égale K sur 2. Et qu'à basse énergie, c'était simple, l'amplitude de diffusion, au signe près, c'était simplement la longueur de diffusion. Maintenant, quand vous allez chercher des K qui sont de l'ordre de 1 sur A, cette approximation de basse énergie n'est plus valable. Il
faut revenir à la vraie expression de l'amplitude de diffusion. Et dans le domaine où la petit a est grand devant la portée, également grand devant la portée effective, pour ça, je vous renvoie au cours de l'année dernière pour la définition de ces termes précisément, eh bien l'amplitude de diffusion peut s'écrire sous la forme moins A, le résultat à basse énergie, divisé par 1 plus I fois Ka, plus précisément KRA, impulsion relative. Voilà, donc quand KRA est petit devant 1, pas de souci, je n'oublie ça, mais quand KRA est de l'ordre de 1, je ne peux pas l'oublier. Et donc ça a une partie réelle qu'il va falloir prendre en compte, donc 1 plus K sur 2 au carré, là, je remplace KR qui est là par K sur 2, donc ça je dois le prendre en compte dans mon bilan énergétique. Et puis il y a aussi une partie imaginaire, et cette partie imaginaire, eh bien, elle nous dit que les impulsions ne vivent pas éternellement quand je les crée et finissent par se décroître en d'autres impulsions de plus basse énergie. Et ça, dans ce régime, c'est simplement le halo de particules que je voyais ici. C'est simplement qu'une impulsion h bar k peut se désexciter. Cette fois-ci, c'est réel, peut donner h bar k1 et h bar k2 pourvu que ça conserve l'impulsion. Ce n'est plus un processus virtuel comme tout à l'heure, c'est un processus réel. Et ce processus, on le voit bien là. Et on est obligé de le prendre en compte parce que quand on calcule la durée de vie de ces impulsions, eh bien en fait, la durée de vie de ces impulsions est de l'ordre de la durée de l'impulsion de Bragg qu'on applique au système. Donc on n'a pas le choix et elles sont bien là. Alors évidemment, je cite beaucoup Belyaev là, mais cette approche de Belyaev a été perfectionnée, étendue au régime racine de n cube de l'ordre de 1 dans un papier récent, un papier très, très complet de Hoffman et Sverger en 2017. Alors, une première explication donc, des expériences de Boulder et de Cambridge est en ligne avec ce que propose Belyaev. Belyaev nous dit donc qu'on est obligé de prendre en compte la modification de l'interaction de notre particule h bar k avec le condensat parce que la particule bouge quand même relativement vite. Donc, le petit raisonnement que je faisais d'avant en disant mon bilan énergétique c'est epsilon k plus 2gn moins gn, avec le 2 moins 1 qui vient direct plus échange dans un cas, direct dans l'autre, eh bien, il faut le modifier. Il faut dire que comme ma particule bouge vraiment vite, son énergie d'interaction avec le condensat, c'est plus 2gn. C'est 2gn réduit à cause du dénominateur qui apparaît dans la partie réelle de tout à l'heure. Ce dénominateur, c'est 1 plus k sur 2 au carré. En revanche, le gn de départ, lui, il est toujours là, puisqu'au départ, ma particule ne bougeait pas. Donc je dois faire cette soustraction-là. Et quand je la fais, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je peux m'intéresser où est le point de croisement, là. Quand est-ce que ce terme-ci est compensé exactement par celui-là? Donc là, j'ai un 2, là, j'ai un 1. Donc il faut que le dénominateur vaille 2 pour que je me retrouve avec 1 fois gn moins 1 fois gn. Pour que le dénominateur vaille 2, sachant que le dénominateur c'est 1 plus quelque chose, il faut que le quelque chose vaille 1. Et pour que le quelque chose vaille 1, il faut que j'ai k sur 2 égale 1, donc il faut que j'ai k égale 2. K égale 2, c'est ici. Voilà, je l'ai tracé. Clairement, ce n'est pas là que mes points croisent 0. Mes points ils croisent 0 ici à 1.3, 1.4, mais pas à 2. Donc, si les données avaient fait ça, tout aurait été parfait, et puis je m'arrêterai ici, mais les données ne font pas ça, les données coupent plutôt ici. Donc, on a un souci, et ce souci, il figure également dans les données de Boulder. Ici, je cite un extrait du papier de Hoffman et Sverger que je mentionnais à l'instant. Les densités sont en bon accord avec ce qu'on attend, mais si on fait un ajustement de la longueur d'onde de Bragg, eh bien on trouve que la longueur d'onde de Bragg est trop petite par un facteur 2 comparé à lambda égale 780. Alors, dans les manips, on peut avoir des incertitudes, mais la longueur d'onde de résonance du rubidium, 780 nm, ça on la connaît. On sait que ce n'est pas 360. Donc ça, il faut le voir comme un constat d'échec. Pour ajuster les données de Boulder, il faut changer la longueur d'onde par presque un facteur 2. Ce facteur 2, c'est simplement ce qu'il faut pour passer de 2 à 1.3 qui est là. Voilà. Donc, Belyaev ou Hoffman et Sverger, à eux tout seuls, n'arrivent pas à expliquer les données de Cambridge ou de Boulder, du groupe de Cornell ou du groupe de Hadzivabitch. Alors, que faire? On peut se tourner vers un autre grand nom de la physique, qui est M. Feynman. Feynman propose une théorie, en 1954, pour expliquer des mesures sur l'hélium, mais une théorie qui est tout à fait pertinente pour ce qu'on fait là, qui est de mesurer, de calculer, et comparer aux expériences, le centre de gravité de l'arrêt. Donc, vous définissez un taux gamma de k et d'oméga, taux avec lequel votre milieu va absorber une impulsion h bar k et une énergie h bar oméga. C'est relié à ce qu'on appelle le facteur de structure dynamique du système. Et donc, ce centre de gravité, oméga bar, c'est donc le premier moment, oméga fois gamma,
divisé par le coefficient de normalisation, le moment d'ordre 0, l'intégrale de gamma. Voilà. Ce gamma, on peut le calculer par la règle d'or de Fermi. Donc la perturbation, c'est celle qui va amener l'énergie h bar oméga et l'impulsion h bar k. Donc on peut la mettre sous la forme V plus et puissance moins i oméga t, avec un préfacteur h bar kappa qui est l'intensité que je vais mettre dans mes faisceaux de Bragg, et puis un terme qui transfère l'impulsion k à chaque atome, donc et puissance ik scalaire rj, somme sur les j de 1 à n sur mes n atomes, ou si vous préférez la seconde quantification, le même coefficient préfacteur h bar kappa, et puis quelque chose qui détruit un atome dans l'impulsion k' et qui crée un atome d'impulsion k plus k'. Donc ça, c'est bien quelque chose qui amène l'impulsion k, enfin l'impulsion h bar k, dans le système. Donc, on calcule ce taux, et ce que Feynman comprend, c'est que finalement, c'est très simple de calculer à la fois le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, eh bien, on le calcule exactement. Le résultat est indépendant des interactions. C'est un résultat exact. Ce numérateur fait intervenir le terme kappa carré ici, donc lui je le mets là, il fait intervenir le nombre d'atomes grand N, et puis il fait intervenir l'énergie de recul, sur h bar près, h bar k2 sur 2m. Et ça, c'est un résultat exact. Il est démontré dans les notes, je l'ai fait en appendice. C'est juste prendre des bons commutateurs entre l'hamiltonien et le V+, la perturbation. C'est ce qu'on appelle en fait la F-sum rule, c'est donc la règle de somme F. C'est une terminologie qui vient de la physique atomique. En fait, cette relation elle est aussi connue en physique atomique sous le nom de règle de somme de Thomas, Reiche et Kuhn, je crois. Et elle porte sur les sommes des forces oscillateurs. Les forces oscillateurs, c'est noté F en physique atomique, enfin, dans l'ancien temps en tout cas. Et donc, c'était que les sommes des forces oscillateurs valaient toujours la même chose dans un atome. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle F-sum rule. La démonstration de Feynman pour le système à n-corps est exactement la même que la démonstration qu'on fait en physique atomique, où on regarde simplement les relations de commutation entre l'opérateur position et l'opérateur impulsion d'un électron de l'atome. Donc ça, c'est le numérateur, donc on le connaît. Et ce que nous dit Feynman, et encore une fois c'est démontré dans les notes, c'est que le dénominateur, lui, eh bien, fait intervenir simplement, toujours avec le coefficient 2πk2, mais qui va se simplifier quand je vais calculer le rapport numérateur sur dénominateur, il fait intervenir S de k. S de k, c'est le facteur de structure statique, c'est relié à la transformée de Fourier de la fonction G2, la fonction de corrélation à deux particules, probabilité de trouver deux particules distantes de petit r. Donc si je sais calculer G2, j'enlève 1, je prends sa transformée de Fourier, je rajoute 1, et j'ai mon dénominateur. Donc je peux calculer complètement le centre de gravité de l'arrêt. Alors, que vaut G2 ? G2 a été calculé par Li Wangyang dans leur papier historique, celui donc, dans lequel ils calculent l'énergie, qu'on a beaucoup étudié, ils calculent aussi G2. Et ce G2, ils le mettent sous cette forme. Donc c'est pour le pseudo-potentiel. Le G2 à courte distance, R très petite Vanxi, et je prends la courte distance parce que ce qui m'intéresse, c'est les grands moments K de l'ordre de 1 sur A. Donc, comme je dois prendre la transformée de Fourier de G2, les petites distances correspondent aux grands moments. Eh bien, Li Wangyang montre que G2 peut s'écrire sous la forme 1 moins A sur R au carré, plus un terme constant, mais petit, quand A est petit devant Xi. Et donc, ce terme-ci, G2, quand je développe, ça me donne simplement à peu près égal à 1 moins 2A sur R plus A2 sur R2. Et donc, ce G2-là, je dois lui enlever 1, d'après Feynman, et prendre la transformée de Fourier. Alors, j'enlève 1, donc lui disparaît. Transformée de Fourier de 1 sur R, c'est 1 sur K2. Transformée de Fourier de 1 sur R2, c'est 1 sur K. Donc quand on met correctement les coefficients et qu'on rajoute le 1 qui est ici, je trouve que le S de K, c'est 1, moins un terme en 1 sur K2 qui est là, et un terme en 1 sur K qui est là. Et donc ça, je le réécris 1 moins 1 sur K2 Xi2, et puis donc un terme qui est 1 moins pi sur 4 K. Voilà. Donc ça, c'est ce que dit Feynman. Donc ça, c'est pour les cas de grand devant 1 sur Xi, mais encore une fois, c'est ceux qui m'intéressent pour la manip. Donc le centre de gravité de l'arrêt, que vaut-il ? Eh bien, il vaut donc, je me ramène à Feynman, epsilon k, l'énergie d'une particule libre, c'est le numérateur, la somme de règle de somme F, divisé par le facteur de structure statique S de k, qu'on vient de calculer ici. Et donc dans ce facteur de structure, j'ai un 1 qui est le terme dominant, et puis j'ai ce terme 1 sur K2 Xi2, qui est petit devant 1, puisque K est grand devant 1 sur Xi. Donc ça, c'est une petite correction. Donc je peux la faire passer du dénominateur au numérateur en changeant le signe. Donc le moins qui est là devient un plus. Je trouve 1 sur K2 Xi2, 1 moins pi sur 4, Ka. Voilà. Comment ça se compare ça aux manip ? Eh bien, c'était exactement la ligne noire que j'avais tracée ici. En particulier, quand est-ce que j'ai cette fameuse annulation ? Quand est-ce que
j'ai h bar oméga égale epsilon k, eh bien c'est quand tout ça c'est nul, ici, et c'est donc quand 1 égale pi sur 4 Ka, ou si vous préférez, quand Ka égale 4 sur pi. 4 sur pi, ça vaut combien? Ben, ça vaut 1,3, avec les chiffres derrière, bien sûr, mais le croisement ici est parfaitement expliqué par la théorie de Feynman. Donc quand on se voit ça, on se dit, bah oui, Feynman a raison, Beliaev a dû se tromper quelque part, ou en tout cas, ce n'est pas pertinent, le problème est résolu. Alors, est-ce que le problème est vraiment résolu? Ben, à mon avis, pas vraiment, et quand je dis à mon avis, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Willis Verger et Johannes Hoffmann, Raphaël Lopez. J'ai encore eu un Skype de 2 heures la semaine dernière à ce propos, donc je pense que je ne vais pas trahir leur pensée en disant qu'on pense que le problème n'est pas résolu. Pourquoi? Ben, il faut regarder ce qui se cache derrière la formule de Feynman. Quels sont les ingrédients? Je vous ai dit qu'il fallait calculer le gamma de k d oméga par la règle de Fermi. Donc il fallait utiliser l'opérateur V+, que j'ai écrit tout à l'heure, qui est une somme donc, de coefficient h bar kappa, et puis cet opérateur destruction d'une particule dans l'état K', création d'une particule dans l'état K plus K'. Alors, ces opérateurs A et A croix, ils ne sont pas très commodes à utiliser. Je préfère utiliser les B et les B croix, hein, puisque c'est eux qui diagonalisent mon hamiltonien. Donc pour ça, eh bien, je vois que je vais avoir deux types de termes là-dedans. Le premier type de terme, ce sera quand je dirais qu'un des deux vaut racine de n0. Donc ça, ce sera le terme dominant. Par exemple, je peux dire, je détruis une particule K' ici, qui est dans le condensat, 0, et puis je crée une particule dans l'état K. Donc je prendrai AK' égale racine de n0, et puis ici, pour le A croix K, ben, j'irai chercher, dans son développement avec des U et des V, j'irai chercher le B croix de K. Donc ça, ces termes-là, ça crée une seule excitation, puisque j'ai un terme qui agit sur le condensat lui-même, et puis après, je crée une excitation avec le B croix restant, qui viendra de là ou de là. Donc ça, c'est le pic étroit étudié jusqu'ici. Mais je vais aussi avoir des termes croisés, c'est-à-dire des termes où j'irai chercher, dans ce A croix-là, j'irai chercher le B croix qui est ici, et puis dans le A qui est là, j'irai chercher le B croix de moins K' qui est là. Donc ça, c'est un terme qui est dans la formule de Feynman et qui contribue aux règles de somme et tout ça. Et ces deux termes-là me créent deux excitations. Ils me créent deux excitations avec une impulsion totale qui vaut K, puisque j'en crée une qui a une impulsion K plus K', et l'autre qui a une impulsion moins K'. Et ça me fait apparaître donc un delta du oméga que je crée, moins la somme de mes deux énergies, oméga de K plus K' plus oméga de K'. Donc j'ai des processus où je crée une quasi-particule et des processus où je crée deux quasi-particules. Et le deuxième processus, lui, il ne me donne pas un pic étroit, il va me donner quelque chose de très large, parce que là, la résonance, c'est simplement la somme des deux énergies qui doit être égale à oméga, mais il n'y a rien qui contraint l'énergie d'une seule excitation. Du moment que l'autre a la bonne valeur, tout va bien. Donc le spectre qu'on prédit, et là je suis volontairement vague parce que c'est des choses qui méritent encore d'être étudiées, c'est un spectre qui est comme ça. Le bleu, le processus d'excitation, c'est un pic étroit, c'est le pic à une excitation, et puis le rouge, le processus à deux excitations, c'est ce piédestal beaucoup plus large. Et ce que nous donne la formule de Feynman, c'est le centre de gravité de cette structure à deux composantes. Et là, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on mesure ça expérimentalement? La réponse n'est pas vraiment, je ne vois pas ici de structure à deux composantes. Donc, comment est-ce que la formule de Feynman fait pour se débrouiller, pour rendre compte correctement de la manip? Ben, je dirais à ce stade, ça reste un mystère pour moi et pour mes interlocuteurs du meeting de Zoom, de la réunion Zoom d'il y a quelques jours. Probablement qu'il faut prendre en compte la durée de vie finie des excitations, c'est-à-dire que cette idée de séparer en une et deux excitations, elle n'est pas très pertinente, parce que même quand je crée qu'une excitation, très rapidement, ça en devient deux. Donc, en fait, on produit une soupe d'excitation, une, deux, trois, et c'est cette soupe d'excitation qu'il faut bien comprendre et expliquer pourquoi les expériences marchent si bien et donnent si bien cette courbe-là. Mais à ce stade, je dirais que la balle est dans le camp de ceux qui ont envie de s'y intéresser. Je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais c'est vraiment pour moi un problème assez fondamental. Le spectre d'excitation d'un gaz de Bose en interaction faible avec un K de l'ordre d'un sur A, mais ce problème fondamental, ben, il n'est pas encore résolu. C'est sympathique d'avoir des problèmes ouverts, je dirais. Donc il ne faut pas s'en émouvoir plus que ça, mais enfin, ça mérite d'être signalé. Voilà. Bien, eh bien, je termine donc dans la dernière partie de ce cours sur les gouttelettes quantiques. Et comme je le disais, le sous-titre de ça, c'est comment est-ce qu'on peut rendre l'énergie de Li Wangyang dominante tout en restant à basse densité. Alors, comment est-ce qu'on peut donc augmenter l'effet des fluctuations quantiques, l'effet relatif, je devrais dire, des fluctuations quantiques?
Donc, je vous rappelle le point de départ, c'est notre énergie de Li-Wang-Yang, que j'ai déjà écrite de multiples fois. Là, je l'ai réécrite d'une manière un petit peu différente. Donc, je l'ai écrite non pas en termes de densité, mais en termes du nombre de particules et en termes de volume, puisque c'est ça qui va jouer un rôle dans la suite. Et le volume, eh bien, je l'ai appelé, jusqu'à maintenant, j'ai toujours appelé L cube, parce que je voulais éviter la confusion avec le V, qui était le potentiel d'interaction. Là, je vous promets que dans cette partie-là, il n'y aura pas de potentiel d'interaction, mais en revanche, il va y avoir beaucoup de volume à la puissance 3,5, 5,5, 7,5. Et si je commence à mettre des L cube puissance 7,5, je vais avoir des L puissance 21,5, ça ne va pas être agréable. Donc là, pendant cette partie-là, V désigne le volume, et non pas le potentiel d'interaction. Voilà, donc c'est pour simplifier les notations. Donc, mon point de départ, c'est l'énergie de champ moyen Gn2 sur 2V, plus cette énergie de Li-Wang-Yang que j'ai simplement réécrite avec toujours le même coefficient alpha qui est là. La nombre d'atomes intervient à la puissance 5,5 ici, puisque j'ai du N2 ici, puis j'ai du racine de N là. Et le volume V, lui, il intervient à la puissance 3,5, puisque j'ai du V ici, et j'ai du racine de V là. Donc voilà. Et par hypothèse, le paramètre racine de N à cube est petit, et sur le plan expérimental, donc, comme je l'ai dit, je ne peux pas augmenter N à cube démesurément en raison des pertes à 3 corps. Et donc, comment est-ce que je peux faire, sachant que je n'ai pas le droit d'augmenter N à cube, comment est-ce que je peux faire pour qu'elle soit néanmoins tout à fait dominante dans le système? Pour tous ceux qui aiment bien les romans de KPDP, je pense que vous connaissez la phrase qui est du roman du Bossu de Paul Féval, « Si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi ». Eh bien là, c'est ça, si tu ne viens pas au champ moyen, le champ moyen viendra à toi. Donc, si on ne peut pas augmenter celui-ci, eh bien, on va réduire le champ moyen. Voilà. Et donc, à ce moment-là, les deux seront compatibles. Comment réduire le champ moyen sans affecter le terme de Li-Wang-Yang? C'est-à-dire, comment réduire le Gn2 sur 2V sans affecter ce terme-ci? Eh bien, la réponse, c'est qu'on peut le faire, mais il faut quitter simplement le système qui a une composante, il faut prendre un mélange binaire. Il y a aussi une autre option que je donnerai dans un instant. Ça, c'est une très très jolie idée qu'on doit à Dima Petrov dans un papier de 2015. Et l'idée, c'est donc de prendre un mélange binaire, c'est ce que j'ai représenté ici, donc avec ces atomes rouges et ces atomes bleus, qui sont les deux composantes du mélange. Et ce qu'on va chercher à faire, eh bien, c'est de trouver un système où donc, à la fois le champ moyen et l'énergie de Li-Wang-Yang qui se débrouillent pour former des états parfaitement stables, qui ne se contractent pas, qui ne se dilatent pas, des états parfaitement stables, sous forme de gouttelettes, qui sont donc maintenues en elles-mêmes, sans aucun piège, qui peuvent comme ça flotter dans l'espace, exactement comme le whisky du capitaine Haddock quand il s'est retrouvé en apesanteur ici, dans On a marché sur la Lune. Donc l'idée, c'est de faire l'équivalent de cette petite boule orange, là, avec nos atomes rouges et nos atomes bleus. Alors, je vais donc discuter ici la stabilité d'un mélange binaire, et je vais commencer par le champ moyen. Donc, j'ai mon mélange binaire qui va être caractérisé au niveau du champ moyen par 3 paramètres quand je m'intéresse aux interactions entre les particules. J'ai l'interaction 1,1, G1,1, G2,2 et G1,2. Je vais supposer que chaque sous-système 1 ou 2 est stable, c'est-à-dire que s'il est seul, le mélange, enfin pas le mélange, le gaz 1 est stable, donc G1 doit être positif, pour pas que j'ai cet effondrement Bose-Nova que je décrivais tout à l'heure. Même chose, G2,2 est positif. En revanche, on va s'autoriser à prendre G1,2 positif ou négatif. Et là, eh bien, on a plusieurs scénarios possibles au niveau du champ moyen, ou bien G1,2 est vraiment très grand. Et on va voir dans un instant au tableau qu'est-ce que veut dire très grand. À ce moment-là, ben, les atomes 1 et 2 se repoussent violemment et on va avoir un mélange non miscible. Donc les atomes 1 se mettront dans un coin et les atomes 2 dans l'autre coin. Si G1,2 est raisonnable, j'aurai un mélange homogène. Et puis si G1,2 est négatif et vraiment très grand, si 1 et 2 s'attirent vraiment, et bien là, au niveau du champ moyen, l'attraction 1,2 va être plus forte que la répulsion 1,1 et la répulsion de 2, et je peux avoir un effondrement, un collapse du gaz, au moins dans certaines proportions. Voilà. Donc on va commencer par bien comprendre ce qui se passe au niveau du champ moyen, et puis ensuite, eh bien, on verra comment est-ce que Li-Wang-Yang vient se rajouter. Donc je vais le faire au tableau, le champ moyen, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Donc je pars de mon mélange, et pour simplifier, je vais prendre G1,1 égale G2,2. Donc je vais supposer que les interactions intra-espèces sont égales, et je vais le noter petit g. Dans les notes, je garde G1,1 et G2,2 différents. Donc, si vous voulez le prendre dans toute sa généralité, vous allez regarder les notes de cours. Mais ici, au tableau, je vais prendre ce cas-là. C'est plus simple. Alors, commençons par le cas non miscible. Donc, l'énergie dans le cas non miscible,
c'est quoi? Eh bien, j'ai donc mes atomes 1 occupent un volume V1, mes atomes 2 occupent un volume V2, avec V1 plus V2 égale V. Donc l'énergie, ça va simplement être 1,5 de G, qui serait G1 fois le N1 carré sur V1. Ça, c'est l'énergie de mes atomes 1 occupant le volume V1, plus 1,5 de G N2 carré sur V2. Comment est-ce que les atomes répartissent entre V1 et V2? Comment est-ce que je choisis V1 et V2? Eh bien, il faut simplement que je dise que DE, il faut que je minimise l'énergie, donc DE non miscible sur dV1 par exemple. Tout ça, la dérivée étant prise à volume total constant, bien sûr. Donc quand je prends la dérivée par rapport à V1 ici, j'ai moins 1,5 de G N1 carré sur V1 carré. Puis quand je prends la dérivée de V2 par rapport à V1, puisque V2 c'est V moins V1, là je retrouve un signe plus, 1,5 de G N2 carré sur V2 carré. Donc la minimisation, elle est obtenue quand je prends N1 carré, enfin N1 sur V1 égale N2 sur V2. Ah, c'est là que les deux termes sont égaux. Ce qui veut dire donc en fait, les densités sont égales, ou plus précisément, si j'avais G1 non pas égal à G2, ce serait quand les pressions sont égales. Mais là, égalité des pressions et égalité des densités, c'est la même chose. Donc le volume V1, c'est simplement V fois N1 sur N1 plus N2. Et le volume V2, c'est V N2 sur N1 plus N2. Voilà, et donc mon énergie non miscible, eh bien ça va être, donc quand je reporte, donc ici je remplace V1 par sa valeur, donc je vais avoir un V qui va venir se mettre, j'ai un N1 qui va simplifier avec le N1 du haut, et je vais donc obtenir 1,5 de G, donc je vais avoir du N1 fois N1 plus N2, ce N1 plus N2 là qui passe au numérateur, sur V, et puis si je fais la même chose pour le terme 2, N2 fois N1 plus N2 sur V, donc 1,5 de G N1 plus N2 carré sur V. Voilà, ça c'est l'énergie du système non miscible. Alors pour trouver donc, le point de frontière entre le mélange homogène et le système non miscible, donc je regarde maintenant l'énergie du système homogène. L'énergie du système homogène, eh bien, je dois donc maintenant mettre mes atomes 1 dans tout le volume V. Ces atomes vont interagir soit avec les 1, soit avec les 2. Donc l'interaction 1,1, bah, c'est 1,5 de G N1 carré sur V. Je vais tout de suite mettre l'interaction 2,2, donc 1,5 de G N2 carré sur V. Et puis ensuite, je dois donc prendre en compte l'interaction 1,2. Donc j'ai N1 fois N2 paires possibles. Et ces paires interagissent avec le coefficient G12 que je vais ajuster. G12, N1, N2. Et si je compare cette énergie du mélange homogène ici et l'énergie non miscible là, si je développe le carré ici, ben je vais avoir 1,5 de G N1 carré sur V qui est le même qu'ici. Le N2 carré sur V, pareil. Et puis le terme double produit, ici j'aurai du G N1, N2 sur V. Donc le mélange homogène sera stable. L'énergie du E homogène sera inférieure à E non miscible. Si et seulement si, eh bien, le terme G12, N1, N2 est plus petit que le terme G, N1, N2 qui apparaît là. Donc si et seulement si, G12 est inférieur à G. Donc si je me donne un axe, ici pour G12, je mets 0 ici, eh bien j'ai une première valeur qui apparaît ici qui est G. Quand G12 est plus grand que G, ben, la répulsion entre interespèces est trop grande et j'ai mon système non miscible. C'est la figure de droite là-bas. Et puis quand je suis là, eh bien, je vais avoir mon mélange homogène. Et la question, c'est jusqu'où je peux aller ici, donc en particulier passer du côté négatif, avant que le système ne s'effondre sur lui-même. Alors pour ça, ben, le système il va s'effondrer sur lui-même quand l'énergie deviendra négative, puisque c'est là qu'à ce moment-là, j'aurai intérêt à prendre un volume V qui tend vers 0, puisque j'aurai une énergie qui tendra vers moins l'infini. Donc pour ça, je dois prendre mon énergie du mélange homogène et je dois regarder si elle est positive ou négative, cette énergie. Alors pour ça, bien, donc, je vais la réécrire sous une forme qui est un petit peu plus explicite. Je vais essayer de faire apparaître un terme qui est toujours positif, mais qui peut s'annuler.
Donc c'est le terme qui va venir de ces deux premières choses-là, que je vais mettre sous la forme, donc 1,5 de G N1 moins N2 au carré sur V. Donc ça, c'est un terme qui est toujours positif, mais qui peut s'annuler si je prends N1 égale N2. Alors là, j'ai soustrait le double produit ici, N1, N2, donc il faut que je le rajoute. G N1, N2. Et puis, j'ai toujours ce G12, N1, N2 ici. Donc je peux réécrire donc 1,5 de G N1 moins N2 au carré sur V plus G plus G12 fois N1, N2. Oui? Sur V. Merci. Voilà. Donc, question, quand est-ce que ça c'est positif, quand est-ce que c'est négatif? Alors, je vois tout de suite que si je veux chercher quand est-ce que ça peut devenir négatif, j'ai intérêt, pour minimiser ça, j'ai intérêt à prendre N1 égale N2. Donc, il y a eu ce que j'appelle dans le plan N1, N2 une ligne minimisante. Je mets des guillemets parce que je ne suis pas sûr que ce mot existe, mais enfin bon, peu importe, qui est N1 égale N2. Et si je me mets sur la ligne N1 égale N2, eh bien je vois que l'énergie du système homogène sera positive si et seulement si G plus G12 est positif, c'est-à-dire si G12 est plus grand que moins G. Si G12 devient plus petit que moins G, ben, je sais que j'ai au moins une manière d'avoir une énergie négative pour mon système et de voir un collapse, c'est de choisir un mélange qui se fait avec des nombres d'atomes égaux, N1, N2. À ce moment-là, eh bien, je pourrais faire tendre vers moins l'infini mon énergie. Donc, à moins G ici, je peux avoir du collapse. Donc, je mets ici collapse. Et donc, le système homogène, lui, je sais qu'il va être stable à coup sûr entre moins G et G. Voilà. Et donc, si je me mets sur cette ligne minimisante, là, si je reste sur cette ligne, eh bien, vous voyez que l'énergie du système homogène, je vais pouvoir la réécrire simplement. Si N1 égale N2, ça c'est égal à N sur 2. Et donc, je peux réécrire cette chose-là sous la forme 1,5 de delta G grand N carré sur V, où grand N, donc j'ai remplacé N1 et N2 par le N sur 2. Donc ici, je fais apparaître du N2 sur 4. Alors, comme ici, j'ai déjà mis 1,5, ça veut dire que delta G doit être égal à 1 autre fois 1,5 de G plus G12. Voilà. Et donc, je me retrouve avec une énergie d'un système homogène, ici, qui est mise sous cette forme, et qui, si je vais mettre au voisinage, alors je vais mettre de la couleur ici, j'espère que vous voyez tous le bas ici, c'est peut-être difficile, je suis désolé pour ceux qui sont là. Si je me mets au voisinage de ce point-là, ici, eh bien, j'ai un delta G qui va être tout petit, positif ou négatif selon que je suis à droite ou à gauche. Mais en tout état de cause, il est tout petit, il est beaucoup plus petit qu'une valeur standard qui est petit g pour le paramètre de couplage. Donc ça remplit mon cahier des charges. L'énergie de champ moyen peut, dans ce système, être rendue aussi petite que je veux si je vais prendre un système qui se met au voisinage de la frontière homogène collapse ici. Donc ça, c'est le Lagardère qui vient vers Li Wangyang. Puisque Li Wangyang, je ne peux pas y toucher, je peux diminuer l'énergie de champ moyen en ayant recours à ce mélange, en prenant delta G, enfin G12 proche de moins G. Alors, c'est très bien ça. Il faut quand même vérifier une chose, c'est que l'énergie de Li Wangyang, elle, n'est pas modifiée. Mais ça, je dirais, comme c'est des fluctuations quantiques, il n'y a pas de raison qu'elle soit diminuée fortement. Et effectivement, quand on fait le calcul, si on prend donc G1 égale G22 égale G, en se mettant sur la ligne minimisante et au voisinage du collapse, eh bien, on trouve une énergie Li Wangyang qui est tout à fait raisonnable. Enfin, c'est la valeur qu'on aurait pour un gaz avec une force d'interaction G et puis un nombre de particules grand N. Donc, le Li Wangyang n'a pas bougé, simplement, c'est l'énergie champ moyen qui, grâce à ce truc du mélange pris au voisinage de ce point de collapse, c'est devenu beaucoup plus petit. Donc, pas de réduction significative de l'énergie de Li Wangyang, contrairement à l'énergie de champ moyen, qui, elle, est fortement diminuée. Et donc là, eh bien, ça y est, on peut avoir la compétition entre les deux termes, Li Wangyang et champ moyen, même si n a cube est très petit devant 1. Donc c'est vraiment une très, très jolie idée, très simple à formuler, mais il fallait l'avoir. Alors, comment est-ce que ça va se passer, ça ? Comment est-ce qu'on va pouvoir former ces petites gouttelettes comme la bulle de whisky là ?
Donc on a 3 contributions à l'énergie totale. On va se mettre dans le régime où ΔG est négatif, c'est-à-dire qu'on va passer à gauche du point de collapse ici. On ne va pas aller loin, parce qu'on veut garder une petite valeur de ΔG, mais on va se mettre à gauche. Donc on va avoir ce que j'ai mis ici au milieu, moins valeur absolue de ΔG, puisque je prends ΔG négatif, N2 sur V. Donc ça va être quelque chose qui va avoir tendance à contracter le gaz sur lui-même. Et en compétition avec ça, je peux tout de suite le mettre, on va avoir 2 termes. Le premier, c'est un terme auquel on est habitué, c'est de la physique à une particule. Simplement que si je cherche à confiner mes particules dans un volume V, donc une taille L qui est V puissance 1 tiers, eh bien je dois payer une énergie cinétique de confinement, simplement Heisenberg qui me dit ça, ou Fourier, je dois payer une énergie qui va être en H bar 2 sur m fois la taille au carré, donc le volume puissance 2 tiers, et chaque particule a cette énergie-là, donc c'est grand N fois ça. Et puis par ailleurs, donc, puisque c'est ça qui m'intéresse, j'ai l'énergie de Li Wang-Yang, qui donc, elle, varie comme n puissance 5 demi, et le volume à la puissance 3 demi, comme je l'ai déjà dit. Donc, le terme de gauche et le terme de droite ont pour tendance à dilater le nuage d'atomes, c'est-à-dire ils sont abaissés quand je prends un volume V qui tend vers l'infini. En revanche, le terme du milieu, lui, parce qu'il est négatif, tend à comprimer le nuage d'atomes, à rendre V le plus petit possible. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce que ces 3 termes sont en compétition les uns avec les autres. Et dans une expérience réelle, les 3 doivent être pris en compte. Mais là, pour simplifier la discussion, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais me limiter à la première compétition entre l'énergie cinétique et le champ moyen. On va voir que ça ne peut rien donner de très intéressant à 3 dimensions. Et ensuite, je regarderai la compétition entre le champ moyen et l'énergie Li Wang-Yang. Et là, on verra qu'effectivement, nos petites gouttelettes peuvent apparaître. Alors, compétition, énergie cinétique, énergie de champ moyen. Donc, je mets dans la balance un terme qui varie comme 1 sur V puissance 2 tiers, avec un signe plus, et un terme qui varie comme 1 sur V, avec un signe moins. Comment est-ce que varie la somme des deux? Eh bien, ce n'est pas bien compliqué. Quand V tend vers l'infini, c'est V puissance 2 tiers qui l'emporte, plus 1 sur V puissance 2 tiers qui l'emporte sur le moins 1 sur V. 1 sur V puissance 2 tiers décroît moins vite à l'infini qu'un sur V. Donc j'ai quelque chose qui est une fonction qui varie comme ça, quand V est très grand. Quand V est petit, au contraire, c'est le terme en moins 1 sur V qui l'emporte sur le plus 1 sur V puissance 2 tiers, donc j'ai quelque chose qui s'effondre. J'ai ici un point stationnaire, mais ce point stationnaire, vous voyez clairement que c'est un point qui va être instable. Il suffit que je prenne un volume un tout petit peu trop grand au départ, et hop, mon système va s'étaler indéfiniment. Et au contraire, si je prends un volume un tout petit peu trop petit au départ, mon système va se contracter indéfiniment. Donc à 3 dimensions, cette compétition-là, à elle toute seule, ne peut pas marcher. Ça marche très bien à 1D, en revanche. À 1D, ça marcherait très bien parce que à 1D, j'aurais toujours ici le volume puissance 2 tiers, ce qui serait en fait la longueur au carré, mais le champ moyen, lui, à ce moment-là, serait en 1 sur la longueur. Et donc à ce moment-là, à 1D, ça marche bien, et c'est ça qui donne naissance aux solitons brillants qui ont été étudiés déjà depuis plus de 20 ans dans les laboratoires. Mais à 3D, ça ne marche pas. L'autre compétition, en revanche, champ moyen d'un côté, Li Wang-Yang de l'autre, marche très bien. Donc je répète, là j'ai toujours mon champ moyen en moins 1 sur V, et maintenant je mets en face quelque chose qui est en 1 sur V puissance 3,5. Donc maintenant, à grande distance, enfin grand volume, c'est le terme en moins 1 sur V qui gagne. Un nuage ici va avoir tendance à se comprimer sous l'effet du champ moyen, mais il ne va pas se comprimer jusqu'à 0, parce que quand il va devenir vraiment petit, le terme en 1 sur V puissance 3,5 va prendre le dessus et va empêcher l'effondrement du gaz sur lui-même. Donc là, on a un équilibre stable, et qui plus est un équilibre stable qui se produit à densité constante. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si vous regardez la position de l'équilibre, grosso modo à des facteurs 3,5 près, c'est quand ce terme-ci, sans son signe moins, est égal à celui-là. Donc j'ai du n2 qui doit être égal à n puissance 5 demi ici. Donc je vais avoir du racine de n à droite. J'ai ce v qui doit être égal à v puissance 3 demi ici. Donc je vais avoir du racine de v à droite. Donc je vais faire apparaître à droite racine de n sur v. Et ce racine de n sur v sera égal à des paramètres comme la masse, comme les forces d'interaction, mais qui ne font pas intervenir ni le nombre d'atomes ni le volume. Quand j'égale les deux termes, énergie de champ moyen avec son signe corrigé, et puis énergie de Li Wang-Yang. Donc la position de ce minimum-là, quand vous faites le calcul précisément, vous trouvez que ça correspond donc à quelque chose qui est une densité constante, n sur v est fixée, et à quoi c'est égal? Eh bien, c'est égal à delta g sur g. Je rappelle que delta g est choisi. J'aurais dû mettre valeur absolue de delta g. Non, je ne l'ai pas mis. Bon, alors attendez, je corrige. Hop, valeur absolue.
Ah oui, c'est le carré, mais bon, quand même, c'est toujours mieux de... Oui, tu as raison, c'est le carré. Ça devait être ce que je m'étais dit, probablement. Mais bon, c'est mieux de mettre la variable absolue. Donc, on se met ici très proche là, donc delta G sur G est petit, hein, delta G est petit devant G, fois 1 sur A cube. En d'autres termes, N A cube, ici, est petit devant 1. Donc, je reste sans aucun problème dans le régime où mon développement de Bogoliubov est valable. Je n'ai pas quitté le NA cube, mon régime NA cube petit devant 1, mais j'ai su réaliser un édifice stable dans lequel l'énergie de Li Wangyang joue un rôle essentiel, puisque c'est elle qui vient contrebalancer l'effondrement que j'observerais sinon. Voilà, donc c'est une très belle idée. Comment est-ce que cette idée a été mise en œuvre? Eh bien, il y a toute une série d'expériences qui ont été faites qui mettent directement en œuvre la proposition de Dmitri Petrov. Donc c'est un mélange et contrôle delta G par une résonance de Fano-Feshbach. Ça a été fait dans le groupe de Barcelone, Laetitia Taruel, à Florence, Marco Fattori et aussi à Beijing. Et à Barcelone, ils ont également étudié en fait, la transition soliton-gouttelette dans une géométrie quasi 1D. Donc, en se mettant dans une géométrie quasi 1D, donc le terme d'énergie cinétique prend un rôle significatif. Ça, c'était une première ligne d'expérience. La deuxième ligne, qui s'est développée quasiment simultanément, consiste à utiliser des atomes avec un grand dipôle magnétique. Et pour ces atomes, à ce moment-là, le terme de champ moyen contient à la fois les interactions en ondes S et puis les interactions magnétiques. Et la somme des interactions en ondes S et des interactions magnétiques peut être rendue faible, et donc la compétition avec Li Wangyang peut démarrer aussi. Voilà. Et ça, c'est ce qui a été fait à Stuttgart, à Innsbruck, également à Florence. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus sur les manips, puisque Laetitia Taruel sera avec nous dans 2 semaines. Il y aura cet atelier pendant tout le vendredi après-midi, également dans 2 semaines, précisément sur les mélanges et sur les gaz spineurs. Donc je ne vais pas décrire des expériences ici, sauf juste vous en montrer une photo. Mais encore une fois, si vous êtes intéressé par ce sujet, eh bien, rendez-vous dans 15 jours. Donc quand même, je ne résiste pas à vous montrer au moins une image pour vous montrer que ça marche. Donc là, j'ai pris l'expérience de Florence, qui ne sera pas décrite dans l'atelier du vendredi. Donc c'est une manip qui a été faite sur du potassium-39, donc des bosons. Les 2 espèces 1 et 2, c'est 2 sous-niveaux internes de l'atome de potassium, le niveau m égale -1 et le niveau m égale 0. Et j'ai tracé ici comment varient, en fonction du champ magnétique ambiant, les valeurs des longueurs de diffusion. Donc A1 varie comme ça, c'est lui qui varie en fait. A22 est quasiment constant et A12 est quasiment constant. Et quand vous calculez le delta A, donc le delta A c'est dans le même sens que le delta G ici, simplement il y a ce coefficient 4pi h bar 2 sur m en plus, eh bien vous trouvez que le delta A, du fait de la variation de A1, il varie comme ça et il passe par 0 ici. Donc il y a un point ici qui est le point de collapse. Donc dans la zone grise, c'est le collapse en champ moyen, c'est ce que j'avais expliqué ici. Et puis dans la zone blanche, eh bien, ce serait le champ moyen garantit la stabilité. Et je vais vous montrer 2 expériences, une faite à une valeur de delta G vraiment toute petite ici, et puis une valeur plus grande. Donc quand on part avec 200 000 atomes, une taille au départ du nuage de 2 microns, et puis on lâche ce nuage dans l'espace libre. Donc quand on prend delta G vraiment tout petit, là il y a l'énergie cinétique qui joue un rôle significatif, donc il y a l'expulsion qui est liée à l'énergie cinétique qui joue un rôle, en plus donc de celle liée à l'énergie de champ moyen. Et ça n'arrive pas à contrebalancer la compression liée au champ moyen. Et donc vous êtes dans un régime qui est qualifié de gazeux par les chercheurs de Florence. Donc vous avez cette petite goutte ici qui s'étale, donc pas d'équilibre stable. En revanche, si on va se mettre ici, donc là delta G est un peu plus négatif, tout en restant petit devant les valeurs de G habituelles. Donc on est toujours dans le régime racine de n cube petit devant 1. Et là, vous formez une belle petite gouttelette, hein, comme dans l'album d'Hergé, On a marché sur la Lune. Vous avez votre nuage d'atomes qui est là et qui reste sur place avec une taille quasi constante jusqu'à ce que les paires d'atomes deviennent significatives. Et puis à ce moment-là, la gouttelette s'évapore. Mais voilà, une très belle illustration, au moins qualitative, de cette stabilisation par fluctuation quantique. Donc les fluctuations quantiques, ce n'est pas seulement une petite correction, hein, ça peut être quelque chose qui est dominant. Et c'est ce qu'on voit sur ces 10 millisecondes-là de l'expérience de Florence. Voilà, eh ben, j'ai terminé. Donc, pour résumer en 2 mots, ce qu'on a fait donc, dans les cours qui viennent de s'écouler, c'est un traitement détaillé de l'état fondamental du gaz de Bose et de ses excitations élémentaires.
C'était une approche perturbative, hein, limitée au cas racine de n cube petit devant 1. On a vu que dans la majeure partie des cas, on avait un bon accord quantitatif, théorie-expérience, au moins tant que k était petit devant 1, sauf, donc quand k devient de l'ordre de 1, il y a ce problème ouvert du spectre d'excitation. Et pour mettre un jalon dans ce qui va venir, et ce qui va venir dès le séminaire, on a vu aussi apparaître cette singularité dans le calcul énergétique liée cette loi en 1 sur K4 pour un potentiel de contact, un potentiel de portée nulle. Et donc le but du séminaire d'aujourd'hui et des prochains cours, c'est de dire ce qui se passe quand on quitte le régime d'interaction faible. Et cette loi en 1 sur K4, alors je ne sais pas si ce sera le cas pour le séminaire d'Anna, mais au moins pour les cours après, cette loi en 1 sur K4 va nous servir de fil directeur. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un quart d'heure pour écouter Anna. Je vous remercie. Merci.